Alors c'est bon pour la forme. Bon, Aurélie, Bonjour Ludivine, je vois que tu es prête, on peut démarrer? on peut démarrer. Très bien. Je t'invite à fermer les yeux, à inspirer et expirer tout aussi profondément. 2, tu es parfaitement détendu. 1, Aurélie, comment tu te sens? Bien. Aurélie, à mon 3, tu vas aller dans un endroit appelé le triangle des Bermudes. 1, 2, 3. Oui. Dis-moi ce que tu vois. Je suis un cyclone. Je vis comme un tourbillon et je vois beaucoup d'épaves. Je vois des bateaux et des avions et énormément d'épaves. Et je vois une dépression avec beaucoup de vent et un cyclone, un tourbillon qui emporte tout vers le bas et qui se ressemble comme à un sablier et qui en miroir, reproduit cette forme à l'inverse. D'accord. Aurélie, Je vois j'aimerais que beaucoup, tu... beaucoup de vagues et beaucoup de vent. Mhm. Où tu te places où exactement là? En dehors, au-dessus de la mer? Au-dessus, bien au-dessus, oui. Au-dessus de la mer, d'accord. Aurélie, maintenant, tu vas te placer sur le fond de la mer. Ça crée un double triangle. Oui, Un double triangle, d'accord. J'aimerais que tu regardes uniquement là sur le plan physique. oui. Sur le plan physique, c'est tout ce que tu vois sur le fond de la mer? Non, je vois des épaves de nouveau. Des épaves, Mhm. comme une ville fantôme. De mon nombreuses épaves et je vois beaucoup de vie, il y a énormément de créatures marines. D'accord. Maintenant, Aurélie, j'aimerais que tu superposes le plan physique et le plan éthérique. Et dis-moi ce que tu vois. Je vois beaucoup de mouvements, je vois énormément de vie, je vois beaucoup de mouvements comme divers petits tourbillons électromagnétiques de flux énergétiques qui tournent un peu dans tous les sens et qui se rejoignent aussi les uns et qui communiquent les uns avec les autres. Mhm. Je vois un espace protégé, effectivement, comme dans une forme triangulaire. Cette fois-ci inversée. D'accord. Qu'est-ce que tu appelles espace protégé? Et les choses ne sont pas atteignables dans cette espèce de cavité, dans cette espèce de tourbillon. Il y a comme quelque chose de très protégé. Bien. J'aimerais que tu remontes. Tu te places au même endroit, mais tu remontes tout en haut. Et Mm. pareil, dis-moi ce que tu vois sur le plan éthérique. Je vois de nouveau des épaves et aussi bien d'avions que de bateaux dans les airs, dans un espèce de cyclone de vent qui les tient D'accord. comme s'il les tenait dans les airs. Et là, je vois le triangle inversé aussi.
D'accord, donc on va dire que le milieu du sablier est au C'est niveau de la le, mer, c'est c'est ça? le, ouais, c'est le point entre le niveau de la mer et l'air. D'accord. Pourquoi plusieurs scientifiques parlent de phénomènes inhabituels ou inexplicables? Parce que sur le plan météorologique, ce n'est pas quelque chose d'appréhendable ou de définissable ou de compréhensible par, avec les moyens qu'on a. Et aussi parce qu'il y a des choses au niveau vie, créature qui est inexpliqué, des comportements, des choses qui se passent, qu'ils ont beau observer, essayer d'analyser et d'étudier, qui n'est pas, en fait, c'est beaucoup de, ça, toutes les recherches, toutes les observations qui ont été faites ne font qu'ouvrir plus de mystères parce que c'est des choses pour l'instant qui ne sont pas du tout appréhendées ou comprises et donc il y a beaucoup d'analyses à faire pour réussir à avoir une espèce d'entendement là-dessus parce que ça n'est en vérité pas vraiment par nos moyens actuels explicable le phénomène qui se produit, qui est en rapport avec des champs électromagnétiques et qui ne sont pas, dont on n'a pas les outils technologiques ou techniques pour mesurer et comprendre en fait. D'accord. Quand tu parles de comportement, tu parles du comportement des animaux? Oui, je parle aussi bien du comportement des créatures sous-marines autour de ce point, ou celles qui ont choisi et élu de vivre dans ce point, et aussi bien des humains qui vont traverser ce point-là, soit en naviguant dans les airs ou soit en naviguant sur l'eau. C'est pareil, ça va induire des comportements assez inexpliqués ou inexplicables. Euh, D'accord. Les phénomènes qui se produisent dans cette zone sont ont-elles la même typologie? non, pas toutes. Mais ça a OK. beaucoup un rapport avec les sons et les ultrasons il y a des choses qui sont captées aussi bien par les sonars des oiseaux que par les sonars des créatures sous-marines. Et l'humain, lui, il n'a pas cette capacité innée de D'accord. l'entendre. Mmh. S'agit-il de phénomènes naturels ou induits de manière artificielle? Aurélie? Il y a quelque chose de naturel là-dedans qui est de l'ordre d'une faille, en fait. C'est une faille que je vois très très brillante qui crée comme un déchirement dans l'espace en fait, qui crée comme un déchirement dans l'espace-temps et en fait elle se présente devant moi comme une épée, disons ardente, qui est au centre de ce sablier en fait et qui en fait ouvre comme une faille temporelle. D'accord. Est-ce que tu peux me décrire les phénomènes qui s'y produisent? Te décrire les phénomènes. Ok. Qui se produisent, voilà, c'est ça. Je vois des aviateurs qui sont pris comme dans un cyclone, qui sont emportés vers le bas. Et je vois des choses qui viennent d'en bas, qui sont aussi emportées vers le haut.
Je vois qu'il y a des phénomènes qui se produisent sur les champs électromagnétiques du cerveau, aussi bien humain que sur les cerveaux des animaux, Mhm. et que ça ouvre et que ça induit un passage. Et je vois beaucoup de destruction je vois une grande destruction qui a créé de nouvelles formes de vie aussi. Une- c'est devenu une espèce d'énorme décharge de D'accord. matériaux et c'est Donc, un passage, en fait, c'est un passage où il y a beaucoup de choses, en fait, qui se rencontrent, aussi bien au niveau dans l'air, dans l'eau, sous terre, et c'est comme si c'était un endroit où tout se percutait, en fait. d'accord. Euh, quelles sont les conditions nécessaires pour que ces manifestations se produisent? Des capacités de réception. Alors là, j'entends comme il y a des sons et des vibrations qui sont émises. Et quand en fait une certaine ouverture sur le plan physique et psychique est possible, on peut être comme attiré, attracté par ces sons et par ouais, ce sont des sons. Mhm. D'accord. Et alors, il semblerait que je vois aussi des oiseaux aussi là-dedans qui n'arrivent plus à émettre les uns entre les autres. Et je vois aussi des créatures sous-marines où ça brouille leur communication et que une fois qu'après tu es rentré dans ce triangle, t'en es comme prisonnier en fait. Parce que c'est comme si une fois que tu es dedans, tu peux aller en haut et en bas et tu peux aussi passer une brèche. Cette brèche-là, pardon, cette brèche-là aussi, elle peut permettre aussi un autre voyage qui semble être comme un passage pour aller vers d'autres plans en fait, d'autres plans d'existence, d'autres plans temporels, d'autres plans dans la galaxie. D'accord. Donc tu me disais Elle, qu'une fois que tu es c'est comme dedans, quelque chose qui happe. tu peux pas t'en sortir une fois que tu es dedans, c'est ça, hein? En fait, s'il y a quand même une façon de... C'est soit tu es bloqué dedans, comme si tu étais bloqué dans le sablier, mais au centre, tu as comme une brèche très hyper luminescente qui irradie et tu peux aussi quelque part traverser cette brèche pour aller sur différents plans ou pour tu peux aussi, cette brèche aussi, elle peut te permettre d'aller un peu où tu veux en fait. Ok. Dis-moi Aurélie, depuis combien de temps se manifeste cette, ce phénomène? Ce qui me vient, c'est entre 3500 et 5000 ans. D'accord. Ok. Aurélie, à mon 3, tu vas aller à la toute première fois qu'un phénomène insolite se produit dans le triangle des Bermudes. Un, 2, 3. Je vois un genre d'énorme cargo qui a l'air quelque chose un peu style cargo militaire. J'ai l'impression qu'il est même
sous l'eau, en fait, que c'est quelque chose qui peut se submerger et commence à y avoir tout un tas de choses qui déraillent complètement au niveau des machines, des alarmes, de l'eau qui commence à pénétrer et, ça va se mettre à tourner, ça se met à tourner et à être pris comme dans un flux et l'équipage commençait à avoir avant des vertiges, des nausées, des mauvais pressentiments, des, des rencontres aussi avec des créatures étonnantes. Et tout d'un coup, tout s'est accéléré. Je vois des espèces de grosses lampes rouges qui s'allument, des alarmes, et tout le truc se met à tourner à fond la caisse, à vraiment à grande vitesse. D'accord. Et c'est aspiré. Ok, bien. Aurélie, je vais te lire un petit texte. Alors, USS Cyclops, un croiseur à vapeur américain avec 308 marins à bord, le 4 mars 1918, suite à une journée de navigation avec des bonnes conditions météo, a disparu et n'a pas été retrouvé. Perçois-tu cette Hmm. information vraie ou fausse? Oui, Bien. Tu vas aller à ça bord a du été croiseur. désintégré. D'accord. Tu vas aller quelques instants avant sa disparition et à mon 3, tu me dis ce qui se passe. 1, 2, 3. Il y a des éclairs. Je suis à bord. Ouais, il y a des éclairs, tout s'agite. L'océan s'agite, les vagues montent, il y a des éclairs, mais Mhm, juste sur eux, pas autour. Il n'y avait rien qui présageait quoi que ce soit. Et il y a des grosses éclairs, la foudre qui tombe et qui tombe tout- qui les encercle en fait. La foudre mhm. les encercle. D'accord, d'accord. Va jusqu'au moment où ils disparaissent. Qu'est-ce qui fait qu'ils disparaissent? Il y a un espèce de tourbillon qui se crée et ça se met à tourner. Et c'est comme si c'était aspiré. D'accord. Est-ce que... Ça- et ça désintègre. Mhm, Et j'ai l'impression que je le vois tirer vers le bas, mais en même temps, je le vois aussi tirer vers le haut. mhm. Comme il se détendait? Et à chaque fois, il y a un effet miroir, en fait. Mhm, Je vois là, que ça va vers le bas, mais je vois aussi que ça va vers le haut, comme si, en fait, c'est emmené en bas, puis mhm. repoussé et envoyé dans les airs. D'accord. Reviens Et tout... après, je vois tout Pardon, qui... Oui. pardon. Vas-y, fini. Fini, tu vois Non, je quoi? vois que tout ce qui est matériel et même corps physique, je vois que tout est désintégré. D'accord. Reviens un tout petit peu avant qu'il se désintègre. Regarde l'équipage. Approche-toi de l'équipage, des personnes qui sont là. Et regarde un peu comment l'équipage réagit. Bah, bizarrement, ils sont comme abasourdis et comme très étrangement, je ne les vois pas s'agiter outre mesure, je les vois comme paralysés en fait. Mhm. Ils ne communiquent pas entre eux à ce moment-là?
ils regardent autour, ils sont tous en train de regarder les phénomènes qui se passent autour et j'en vois seulement un qui s'affaire avec des cordes. J'en vois deux, trois qui essayent, mais les autres, c'est comme s'ils étaient paralysés et que tout était hors du temps et qu'il n'y avait même plus de capacité à la réaction, en fait. D'accord. Aurélie, tu vas te déconnecter de ces images maintenant Mhm. et on va aller sur un autre exemple. En 1945, 5 avions torpilleurs, pendant un exercice, ont disparu de la visibilité des radars. Oui. Ensuite, un autre avion parti à leur recherche a disparu aussi. Les 6 ne furent jamais retrouvés. Perçois-tu Mhm. cette information vraie ou fausse? Oui. Ok. À mon 3, tu vas aller à bord d'un de ces 6 avions avant sa disparition. 1, 2, 3. Bah, il se met à hurler, m'aider, m'aider, toutes les commandes, il perd toutes ses commandes. Tout ce qui est électrique, tout son tableau de bord, plus rien répond. D'accord. Il va pour piquer complètement direct. Tout est, toutes les commandes, il n'y a plus rien il y a plus rien qui répond. Il n'y a plus du tout moyen de redresser quoi que ce soit. Ils peuvent même plus communiquer par radio. Plus personne le reçoit. Ils étaient dans un petit groupe et ils ont perdu tout repère d'un coup. Et, et toutes les fonctions des appareils ont été coupées d'un coup. D'accord. J'aimerais que tu arrives vraiment, allez, 10 secondes avant leur disparition. Dis-moi ce qui se passe. Ils, ils voient qu'il y a comme un tourbillon, comme un phénomène étrange météorologique dans lequel ils sont rentrés. Mhm. Ils ont l'impression qu'il y a aussi des autres appareils ou autres, quelque chose qui brille derrière ce truc-là. Ils ont l'impression qu'il y a peut-être d'autres appareils. C'est pareil, ils sont comme les marins, ils sont en train de essayer de comprendre ce qui se passe autour d'eux, essayer d'observer, mais tout va trop vite. D'accord. Ils sont, sont exercés à ne pas céder à la panique et à avoir des relations, des réactions sereines dans cas de force majeure et situation extrême, mais il n'y a aucune alternative. Ok. Ils ne peuvent pas sortir de là, je vois comme des énormes nuages, en fait, qui les bloquent, qui sont comme autour d'eux. Mhm. Et de la même façon, ça les aspire. D'accord. Aurélie, déconnecte-toi de ces images maintenant. Aurélie, je vais te donner un dernier exemple. Euh, c'est un avion monomoteur où il y avait à l'intérieur 3 personnes, dont Bruce Jernon, son père et son associé. C'était le 4 décembre 1970. Oui, il décollait de l'île d'Andros aux Bahamas. Et à 300 mètres d'altitude, Bruce a remarqué un nuage devant lui qui ne cessait de grandir.
Il le traverse et un autre nuage à 3500 mètres d'altitude se dressait devant lui aussi, un énorme nuage bien plus massif. Il n'a pas eu le choix de rentrer à l'intérieur. Il y a eu ces éclairs, il a eu comme une sensation que le nuage se refermait sur lui, mais il a réussi à sortir de ce nuage. Et quand il est ressorti, il était déjà sur Miami. Ouais, Normalement, le voyage dure 90 minutes oui, oui, et je situe bien. le voyage a duré Mhm. 47 minutes. Oui, je Comment te dis, a-t-il... il y a une brèche. D'accord. Comment a-t-il fait, lui, pour pouvoir sortir? Qu'est-ce qui s'est passé? Il a pu traverser la brèche temporelle. D'accord. Il a pu prendre exactement le centre. Il n'a pas été pris ni dans le tourbillon d'en haut, ni dans le tourbillon d'en bas. Il est passé pile poil au milieu, dans la brèche, avec ses intentions d'arriver à Miami, avec le souhait de vivre et d'arriver à Miami. Ok. Tu vois rien d'autre par rapport à ça? Si, je vois que ça se dédouble. Je vois que, en fait, dans ce phénomène, à chaque fois, il y a une histoire de dédoublement. C'est-à-dire? Ça se dé- ça se dédouble. C'est comme si comme si une partie de lui avait passé cette brèche et avait pu arriver à son point de destination, mais comme si en fait lui et son équipage et son avion, d'un autre côté, ça s'est dédoublé et il est aussi allé ailleurs en fait. Je vois. Je vois. Bien. Alors, à ce moment-là, si tu peux, Il y a comme un miroir au milieu en fait. d'accord. Tu vas prendre l'autre dimension, l'autre espace-temps. Là, pas le Bruce qui est arrivé sur Mais Miami, mais l'autre. l'autre, l'autre, il est perdu. Il n'y a rien autour de Il est lui? dans, Si, mais il est comme dans un temps figé. Il reste dans les airs à revivre le fait qu'il va aller traverser ce nuage. D'accord. C'est très étrange. Il voit la même chose autour de lui? Ouais, rien ne bouge. D'accord. J'aimerais que tu captes sa conscience à ce moment-là, juste à ce moment-là, dans cette dimension-là. Dis-moi si tu captes sa conscience. Ouais, Ok, maintenant que tu as capté sa conscience, j'aimerais que tu vérifies euh, si... il cherche un moyen toujours d'arriver chez lui en fait. Dis-moi s'il a un corps physique à ce moment-là, sur l'autre dimension. Il n'y a plus de Oui, corps physique? Si, il y a un corps si. physique? Il y a un corps physique. Donc séparation avec deux corps physiques? Il est toujours en train de piloter et d'essayer de regagner sa terre. D'accord, Et il trouve toujours que c'est une bonne idée de traverser le nuage. d'accord. Donc deux espaces-temps, deux corps physiques. Et la conscience c'est la même? Non, Ou elle a été, c'est un morceau? non, non, elle a été comme divisée. Ok, très bien. Non, il a Avance, changé. avance un peu dans le temps, avance sur les... Tu mets la dimension de notre Terre et la dimension là où il est en même temps. Tu les regardes en même temps toutes les deux et tu me dis ce qui se passe au moment où Bruce euh, arrive à Miami. Qu'est-ce qui arrive à l'autre à ce moment-là? Bah, l'autre, il passe le nuage. Mais Et il se passe rien après le nuage? bah, en fait, il reste comme... Non, il est comme bloqué dedans, quoi.
D'accord. Et il reprend le point. Et en fait, ça devient une ritournelle qui tourne en boucle et ça se répète. Il D'accord. revient sur son premier nuage et recommence. Mm. Si tu prends la formation, on est vraiment dans un autre espace-temps ou c'est juste un hologramme, un miroir? Comment son avion pourrait être divisé en deux fois? Ça se, dé- Ça se déroule en même temps. C'est pas, il y a un phénomène de dédoublement. C'est comme s'il a été, comme s'il a une copie Mhm. avait été créée. D'accord. Et comme si c'était important qu'il puisse aussi avoir ce point de vue. C'est le chaos parfait. D'accord. Tu peux te déconnecter de ces images maintenant, Aurélie. Mm. Alors, on va revenir un petit peu en arrière. J'aimerais revenir au moment où tu m'as parlé de créatures assez particulières. Ouais. Est-ce que tu peux Ce me sont parler de des ces créatures? gardiens. Ouais, ce Tu sont peux, des gardiens en fait. tu peux me les décrire? Et bien, Tu peux je décoder un vois, ADN? ouais, je vois vraiment un espèce de, de, de poulpe, d'octopus géants et des créatures qui sont comme des espèces de gardiennes et des réceptrices de d'ultrasons, de sons, de vibrations et ça a un rapport avec l'espace-temps. D'accord. Ces créatures sont terrestres? Non, elles sont sous-marines. Non, c'est pas ce que je voulais dire, c'est pas grave. L'ADN? Ah, si non, Non. Est-ce qu'elles sont arrivées par ces failles? Il y a une faille au fond de la mer? non, elle est arrivée par la faille là, par la brèche. Elles ont voyagé au travers des galaxies. D'accord. Elles sont arrivées du ciel, elles sont tombées Regarde d'où elles viennent. très très loin, très 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 loin. Elles sont passées par ces failles pour venir, elles ont mis combien de temps? Des milliards, elles viennent de milliards d'années-lumière. D'accord? Mais elles viennent de milliards d'années-lumière, mais combien de temps ont-elles mis pour arriver avec cette faille, cette brèche? Je suis pas certaine qu'elles soient arrivées par cette brèche, mais ça, par cette brèche, elles peuvent arriver très rapidement. D'accord. De l'ordre de l'ordre de notre temps terrestre en peut-être 2 ou 3 minutes. Mais en fait, c'est très difficile parce que, il n'y a pas de rapport de temps qui se fait en réalité. On n'a pas, on n'a rien pour en fait expliquer ça en fait, ce D'accord. rapport de temps ou cet espace-temps comme on n'a pas on n'a peut-être simplement pas les capacités intellectuelles de comprendre ce phénomène de distorsion d'espace-temps en fait. Ok. Et surtout en fait, c'est un espace qui permet un voyage et la production de nouveaux organismes. Ok. J'aimerais savoir pourquoi elles sont là. Est-ce que c'est un hasard ou elles ont Non, programmé le voyage? non, ce sont des gardiennes, c'est pour la protection. C'est pour la protection. C'est pour la protection. Leur propre protection ou... C'est pour la protection de toutes les galaxies aussi qui entourent. C'est pour un équilibre en fait. C'est un équilibre. C'est très noir en fait.
je vois des créatures qui sont très noires, qui sont vraiment dans les hautes profondeurs, très profondes, très profondes. Est-ce que c'est dépendant ou indépendant du phénomène? Le phénomène de sablier. C'est dépendant. D'accord. Mais en fait, c'est même pas dépendant, c'est simplement stratégique. Mhm. C'est comme une antenne, en fait, pour pouvoir émettre sur certaines conditions et sur certaines choses. Et ça semble un peu comme un trou noir. Ça semble comme quelque chose qui a besoin aussi de se nourrir. Mhm. Hum, et de rétablir l'ordre quelque part. D'accord. Effectivement, tout le monde ne peut pas traverser ça. C'est étonnant que cet aviateur ait pu s'en sortir. Il devait avoir des conditions spécifiques. Il devait avoir un message ou quelque chose à faire passer pour pouvoir sortir de là. Très bien. J'aimerais savoir quand même à une échelle plus grande que notre planète, savoir vraiment à quoi servent ces gardiens. Bah, en fait, je vois ça pour un équilibre. Quel est C'est pour... ouais. quelle est la cause? Qu'est-ce qui fait qu'ils ont décidé de venir mettre en place cet équilibre? Alors, ce qui le maintien de la vie, le maintien de la vie et d'une certaine harmonie. Et c'est comme un brouillage, en fait. C'est comme quelque chose pour pouvoir... ça brouille les choses pour pouvoir communiquer et passer d'informations avec d'autres plans. Mhm. C'est une genre de réserve, en fait. C'est une genre de réserve d'informations aussi sur l'évolution, en fait, des hommes et de sa faune aussi et sa flore. Euh, c'est comme, en fait, le gardien de connaissances aussi, gardien d'un... Et quelque part, ça doit passer par une genre de forme de destruction. Mhm. Quand tu parles de forme de destruction, tu parles des avions et des bateaux qui ont été engloutis ou qui ont disparu, Ouais, c'est ça, mais ces consciences, c'est pas voulu tel que c'est en fait. C'est pas du tout voulu tel que c'est perçu. C'est simplement un point. C'est simplement sur ce point-là que mais pour peuvent être émis les choses. d'accord. Ce point qui est naturel, c'est ça? Cette brèche qui est en fin de compte naturelle. Ouais, c'est naturel, ouais, Qui mais se c'est servent tout simplement. connu, Voilà. ouais, c'est connu aussi en fait, c'est que bah, je vois ça connu par
Certains scientifiques ont presque mis le doigt dessus, j'ai l'impression, hein. Mhm. Dis-moi ce que tu vois. Bah, je vois qu'ils ont compris qu'il y avait des choses qui les dépassaient et que, en fait, certains voyages temporels ou des voyages hors planète étaient possibles en utilisant grâce aux radiations, c'est des radiations que je perçois. Avec les radiations émises dans cette brèche, c'est pas un trou noir, c'est autre chose, quoi. C'est irradiant. Ça semble que ça peut te transporter directement sur le soleil. Ça ressemble à quelque chose qui fond et qui est incandescent. Mhm. Aurélie, si je te parle d'un avion qui a disparu il y a, dans le triangle des Bermudes il y a quelques dizaines d'années, qui est réapparu sur un radar, qui s'est posé et qui a redécollé et qui a redisparu. Ouais, bah, je suis pas surprise. Dis-moi, cherche-le et dis-moi si cette information est correcte. Oui, D'accord. l'information est correcte et Pourquoi il a réapparu d'une trentaine d'années? parce qu'il a pu retraverser. Et pourquoi a-t-il redisparu? Il a redécollé, il est reparti. Je le vois comme happé de nouveau. Mhm. D'accord. Tu peux te déconnecter de ces images, Aurélie. Mhm. C'est un phénomène très spécial. C'est même cette histoire-là d'apparition et de disparition, je le vois comme un jeu en fait. C'est comme un jeu qui est joué pour voir justement comment ce genre de phénomène pourra être appréhendé et peut-être expliqué ou non en fait. Mhm. Et je vois qu'il y a beaucoup de choses d'autres d'autres formes d'intelligence qui sont en train de comme se jouer de ça Mhm. et que ça amuse en fait de même en fait créer comme de la peur Mhm. et de la l'incompréhension et que eux-mêmes sont intéressés par euh, la puissance de ce phénomène parce qu'il y a quelque chose au niveau statique et statique qui est appréhendable pour des moyens très intéressants pour des communications de voyage, des, des... Il y en a parce que c'est pas la seule brèche qu'il y a du genre. Elle peut en rejoindre d'autres en fait. Mhm. Où ça? Sur la Terre ou ailleurs? Dans la galaxie, dans d'autres galaxies en fait. Mhm. Ok. Et j'ai l'impression que c'est aussi un genre de test sur voir. Je vois un test sur l'intelligence humaine en fait. Mhm. Parle-moi de ces autres entités.
elles connaissent déjà, en fait, elles connaissent déjà ce genre de système de voyage, en fait. Elles s'en servent? Oui, Elles s'en servent pour venir ici? oui. Plutôt qu'en tant qu'observateur. Elles ont même pu attraper certains, en fait. Avec des corps physiques ou pas? Ouais, il y en a même qui stationnent des fois autour du phénomène pour comme si c'était comme un spectacle, en fait. Mhm. Un grand spectacle. C'est pour elles, en fait, elles sont autres au niveau organisme et tout ça, donc ça n'a pas du tout le même impact Mm. sur leur corps, ça n'a pas du tout l'impact que ça peut avoir sur un corps humain. Ils sont pas spécialement divisés en fait. D'accord. Ils sont plutôt réunifiés en fait. Mhm. Ok, C'est une puissance assez, encore une fois, double. d'accord. Si tu veux autre chose à me dire, vas-y, sinon je te ramène à la maison. Ok, alors je vois que c'est complètement incompris et que c'est pas, je ne sais pas du tout quelles sont les observations ou les analyses qui sont présentées au public ou ce qui est vraiment dit en rapport à ces différents phénomènes ou aux disparitions qui ont lieu. Je ne crois pas qu'il y ait en fait spécialement de disparition, bien qu'il y a quand même des épaves. Il semblerait que les corps en fait de la plupart de ceux qui sont passés par ce triangle ne sont pas en fait retrouvés, mais pour des raisons qu'on va qui vont finir par être dévoilées. Ça se présente comme une étude en fait. C'est très spécifique et c'est très important en fait. Et quelque chose est compté là-dedans, quelque chose est maîtrisé finalement et pour l'instant on n'a pas la capacité de le comprendre ou de le voir, mais ça a une vraie nécessité pour l'équilibre en fait de tout. Mhm. D'accord. Merci Aurélie. Aurélie, déconnecte-toi de toutes ces images maintenant. Comment tu te sens? Ça va. Ok, je vais compter de 1 à 3 et quand j'aurai dit 3. Benvenuto a questo nuovo video di Disclosures. Oggi parliamo della cosiddetta sessione di ipnosi investigativa. In realtà non esiste una sessione di ipnosi investigativa. Non che non si possa fare investigazione di ipnosi, però è che non esiste una sola sessione di ipnosi per dire si è fatta investigazione, per prendere quell'informazione come buona. Perché? Sappiamo intanto che l'informazione che arriva in ipnosi è molto contaminata, la percentuale di inquinamento dell'informazione è altissima. Pensate a questa informazione che viaggia per tantissime dimensioni, attraversa densità, passa per coscienze che volontariamente o involontariamente possono distorcerla e poi arriva infine alla persona che sta in ipnosi, che ha una coscienza, ha una mente, ha un'esperienza e interpreta questa informazione secondo la sua struttura mentale, secondo le sue credenze, che per quanto si possa essere più o meno liberi mentalmente, liberi pensatori, sempre c'è una parte subliminale che interpreta in base all'educazione ricevuta, alla cultura e perché no, anche tutte le esperienze di esistenze passate che ancora lasciano un segno in noi.
Per capirci è come se dovessimo parlare con un'altra persona immersi nell'acqua, a qualche metro di distanza, cercando di utilizzare un mezzo, che è quello della corda vocale, che è fatto per produrre suoni da trasmettere nell'aria. Noi stiamo utilizzando questo strumento per far passare un'onda sonora nell'acqua o in un liquido. Chiaramente il suono viene completamente distorto, sempre ammesso che sia per il nostro corpo facile e non difficoltoso poterlo fare senza avere dei problemi come ingurgitare acqua o eccetera. Ma non solo. Supponiamo che per questo tipo di comunicazione utilizziamo anche due lingue diverse, per esempio un italiano e un russo o un giapponese. Per quanto possiamo anche interpretare il labiale, non possiamo capire quello che ci sta dicendo, perché la lingua è diversa. La lingua, diciamo, da dove parte l'informazione a dove arriva è completamente diversa, il codice, il linguaggio è diverso, ma possiamo anche cercare di capirci attraverso i gesti, attraverso le espressioni facciali. Per quanto sia ipoteticamente facile poterlo fare sott'acqua, però non dobbiamo dimenticare che l'acqua non è l'aria e può distorcere l'immagine, ma non solo. Dobbiamo anche pensare che l'altra persona, che parla un'altra lingua, che viene da un'altra cultura, potrebbe interpretare i segnali che noi interpretiamo come X in Y. Per noi un sì è abbassare la testa dall'alto verso il basso, per esempio, sì, e il no da sinistra verso destra, no. In alcuni paesi orientali, come le Filippine credo o qualcun altro, utilizzano esattamente gli stessi segni, ma al contrario. No, sì. Immaginate due persone di queste due culture che stanno cercando di comunicare in maniera così difficoltosa e alla fine non gli rimane altro che interpretare il linguaggio corporale. Sì, che per l'altro invece no. Cosa voglio dire con questo esempio estremo? Che l'informazione da dove parte a dove arriva viene completamente deformata. Non sappiamo esattamente quale percentuale perché ogni situazione è a sé stante, però la percentuale di inquinamento, di distorsione, di contaminazione di questa informazione è assolutamente alto. Quindi fare una sessione investigativa, mettere una persona in ipnosi e chiedere di Tizio Caio Sempronio di una situazione o chiedere certi dati è assolutamente controproducente, è assolutamente inutile. Quindi vi chiederete cosa fate allora voi quando fate ipnosi, quando fate delle domande, quando cercate delle risposte e con queste informazioni che vi arrivano lavorate sulla situazione esoterica del cliente. Beh, non facciamo altro che recuperare questa informazione solamente per arrivare al problema del cliente e poi lavorarci. Quindi il valore dell'informazione non è quello di un'istruzione, quello di memorizzare dei dati e di prenderli per buoni, ma è un veicolo di movimento, di trasporto verso la causa del problema per poi lavorarci. Quindi lo scopo di questo tipo di informazione che si prende dalla singola sessione è completamente un altro. Come si fa quindi? Investigazione in ipnosi. Il lavoro non è semplice, il lavoro è lungo, difficoltoso, stancante. È necessario farlo anche in squadra perché bisogna moltiplicare il numero di sessioni da fare e una sola persona potrebbe farlo soltanto in un tempo estremamente largo. Noi abbiamo delle informazioni che prendiamo ormai per buone, ci lavoriamo, danno dei risultati e quindi per noi sono buone. E come abbiamo fatto ad avere queste informazioni? Per esempio, come facciamo a sapere che un extraterrestre chiamato il cosiddetto grigio è più o meno alto X, poi ci sono magari quelli anche un po' più alti, ma hanno un corpo strano,
hanno una pelle grigio-verde, hanno degli occhi grandi, a mandorla, neri, senza una pupilla visibile, non hanno quasi bocca, né naso, né orecchie, hanno soltanto delle fessure, non hanno organi genitali, hanno degli arti molto più lunghi rispetto alla proporzione che potrebbe avere il corpo umano, e di solito hanno meno dita delle 5 del corpo umano, eccetera, eccetera, eccetera. O se no prendiamo un altro tipo di essere che possiamo incontrare in ipnosi, come facciamo a dire che hanno delle somiglianze con i rettili, gli animali rettili terrestri, o gli invertebrati, gli insetti terrestri? Perché? Perché siamo sicuri di questa informazione e ci lavoriamo, e quando ci arriva la prendiamo già per buona, nonostante sia anch'essa contaminata. Perché queste informazioni sono arrivate da tantissime sessioni, fatte da tantissime persone, con tantissime altre persone sotto ipnosi, e che nel contesto di tutto il lavoro gli uni non sapevano degli altri. Questo dato può essere più o meno rilevante, sempre c'è contaminazione, e quindi possiamo prendere per buono anche un gruppo di lavoro dove l'uno possa sapere dell'altro. Ci potrebbe essere una contaminazione del contesto di quel gruppo di lavoro, ma si aggiunge semplicemente una piccola percentuale di questa contaminazione a già la grande che esiste. Non è così impossibile lavorarci. Da tutte queste sessioni, da questo grande numero di sessioni, migliaia, diciamo migliaia, noi prendiamo solamente quell'informazione che è uguale a tutte, che è in comune a tutte, o a quasi, perché magari qualcuna ci potrebbe essere niente in comune per una fortissima contaminazione, perché no? Ma dobbiamo prendere una stragrande maggioranza, proporzionalmente abnorme rispetto a quello che potrebbe essere un minimo di scartabile, e lì possiamo prendere per buona questa informazione. Quindi se noi su 10.000 persone diverse, con operatori anche diversi, in cui in ogni sessione vediamo un essere che più o meno ha le stesse caratteristiche del grigio o dell'insettoide, a forma di mantide religiosa, o il rettile a forma di lucertola, per esempio, di serpente o di quello che sia, o se vediamo il pianeta Marte più o meno di colore rosso, o se vediamo dei sotterranei eterici, non fisici, nel sottosuolo terrestre, soprattutto sotto le grandi città, dove c'è concentrato molto potere, molta energia di questo tipo, e che più ne hai più ne metta. Se vediamo degli impianti che hanno certi tipi di funzioni, certi tipi di forme in certe parti del corpo, e questa informazione la ritroviamo tutta o quasi in tutte le sessioni fatte, eseguite, realizzate da tanti anni a questa parte, significa che quella è una informazione affidabile. E vi posso garantire che stiamo parlando di una percentuale bassissima. Su un 100% staremo, credo, forse più in basso di un 2-3%. Immaginate, tutto il resto è spazzatura, è informazione spazzatura. Sì, spazzatura. C'è anche un'altra cosa da dire. Supponiamo che un operatore faccia un'ipnosi e voglia andare a vedere cosa fa Tizio, cosa fa Caio, cosa fa Sempronio. Arrivano delle informazioni e si dice che Tizio è biondo, Caio è zoppo e Sempronio è uno sportivo. Intanto già abbiamo detto che una sessione soltanto non serve, d'accordo? Ma poi c'è da dire che una coscienza, un essere, in ambiente subliminale, la sua parte subliminale potrebbe non dare autorizzazione a questa fuoriuscita di informazioni. Mi potreste dire, e allora tu quando chiedi agli esseri cosa fanno, cosa non fanno,
Beh, intanto la prendo sempre con le pinze perché abbiamo sempre detto che tutto è molto contaminato e mi serve solo per dirigermi da una parte. Ma c'è anche da dire che se un essere interferisce con l'altro, ha aperto un canale di comunicazione a cui non può ovviare, a meno che non lo recida, non lo annulli. Quindi quando io faccio la domanda a un essere, se lo faccio attraverso l'interferito, mi arriva l'informazione per un canale aperto che sottostà alla volontà dell'interferito. Sulla volontà dell'interferito parleremo in un prossimo video disclosures. Però, se io voglio fare un'investigazione sopra Tizio, Caio e Sempronio che non hanno nessun collegamento, nessuna interazione e nessuna interferenza con il soggetto con cui io sto realizzando l'ipnosi, non è detto che mi arrivi questa informazione. Assolutamente. Potrebbe esserci completamente un muro. Come potrebbe esserci informazioni perché quell'altra parte potrebbe autorizzare comunque. Ma non è detto. E comunque quando ci arrivano informazioni, in una situazione di non interferenza o non interazione, non possiamo sapere esattamente se sono informazioni che ha autorizzato la parte subliminale dell'altra persona o dell'altro essere, o qualche altro essere, qualche altra entità furba, approfitta della situazione, osserva quello che sta succedendo, si mette in mezzo, si fa passare per l'altro e dà informazioni, ovviamente distorte, prima perché non è detto che debba conoscerle, e anche se fosse potrebbe manipolarle a sua volontà e a suo vantaggio. E quindi immaginate che situazione ridicola ci si viene a trovare, in quale situazione ridicola ci si viene a trovare in questi casi. Da qui si vede quando un operatore riesce a utilizzare l'informazione in ipnosi come per lavorare su un soggetto. Da qui l'osservatore attento delle sessioni di ipnosi riesce a capire se quell'ipnosi è un'ipnosi affidabile, un'ipnosi con un livello di informazione certa, con una alta percentuale di informazione certa. Non vi nascondo che in futuro potrei anche impostare un lavoro per decifrare che livello di certezza di informazione c'è in un'ipnosi, analizzandola e spiegando il perché, spiegando i meccanismi di analisi di un'informazione in ipnosi, che poi anche è molto istintivo. Supponiamo che dobbiamo cercare un'informazione su internet, per esempio un fatto di cronaca. Voi preferite mettervi su un sito ufficiale? A caso. L'ANSA in Italia, ADN Kronos, qualche telegiornale che per quanto possano manipolare l'informazione ad alti livelli, comunque possiamo dare affidabile la fonte dell'informazione che viene trasmessa. Non possono trasmettere una bufala sicuramente. Verrà sicuramente manipolata ad altri livelli. Ne parleremo in altri video, ma a livello base la fonte è certa. Sicuramente non andrete a cercare questa informazione sul primo sito, il primo blog che vi passa davanti e magari c'ha 4 followers. Perché? Perché non vi dà nessuna garanzia della certezza della fonte. Non c'è un controllo né nella struttura interna di questa agenzia di informazione e né dal grande pubblico che per la quantità di persone che attingono quell'informazione si può dedurre se l'informazione è certa o meno, perché è un'informazione che passa in un pubblico così vasto che se ci dovesse essere una distorsione con la realtà
è molto probabile che venga fuori. Credo che abbia detto quasi tutto sulle sessioni investigative. Prima di chiudere aggiungo che proprio per questo stiamo conducendo dei cicli di investigazione in ipnosi regressiva che comprendono tante sessioni con persone diverse, con una buona o eccellente suscettibilità ipnotica sicuramente, per poter indagare su spazi ristretti su alcuni temi. Perché dico spazi ristretti? Perché se andiamo a prendere eventi grandi nel tempo, nello spazio, storici, parlare di qualcosa di molto generico implica una quantità di sessioni abnorme. Immaginate se dovessimo fare una sessione investigativa sui buchi neri, quanta informazione ci sarebbe e quante informazioni da filtrare. Sarebbe quasi impossibile farlo in questa maniera. Ma se noi riduciamo lo spazio di investigazione, se noi prendiamo per esempio, investighiamo sulla pedofilia nella Chiesa Cattolica, ecco, se già restringiamo il campo d'azione, è molto più facile che possiamo attingere informazioni affidabili, presuntamente affidabili, con un numero di sessioni sicuramente alte, ma ridotte rispetto ad altri tipi di sessioni molto più generiche, su temi molto più generici. Quindi per fare anche delle investigazioni su temi molto generici bisogna suddividerli in temi, in dettagli, per poi alla fine, quando tutta l'informazione è stata filtrata ed è stata dedotta l'informazione comune, si possono mettere insieme per cominciare a costruire il quadro, mettere insieme tutti i puzzles. Questo è il vero senso dell'informazione in ipnosi, quando si fa ipnosi investigativa. La sessione per risolvere una problematica, un problema, con una presunta origine esoterica di un cliente, di una persona, è un'altra cosa, sono altri metodi, altre tecniche e l'informazione si usa in un'altra maniera, ha un altro scopo. Grazie, ci vediamo al prossimo video. Disclosure.